Et de retour, vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca, sacrée belle émission aujourd'hui. Et c'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Quelle est-elle cette semaine, Clara ? Oui, cette semaine, on a voulu s'aligner à l'actualité artistique montréalaise et profiter de la 37e édition du FIFA, le Festival international du film sur l'art, qui a lieu en ce moment même, pour recevoir deux artistes qui font partie de la programmation. Donc, on a le plaisir d'accueillir le réalisateur Jérôme Cassou. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et la chorégraphe, performeuse et docteur en esthétique Nadia Vadori-Gauthier. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors vous êtes fraîchement arrivés de France. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très très heureuses de vous recevoir pour parler de ce documentaire. Jérôme Cassou, tu présentes donc en première nord-américaine Une joie secrète, un documentaire sur la démarche de la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier qui, suite aux attentats du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo à Paris, s'engage dans un acte de résistance poétique, 1 minute de danse par jour. Partagé sur les réseaux sociaux, sur ton site web notamment Nadia, ce projet est actif depuis 4 ans, plus de 4 ans même, et je ne sais pas combien cela représente de jours, de minutes de danse. 1529. 1529 aujourd'hui. Jusqu'à la dernière hier que j'ai vue au Square Saint-Louis. Et la dernière était ce matin en fait. Ce matin, Nadia, elle n'est pas encore en ligne. Ok. Pas encore en ligne, c'est vrai. Donc ça fait beaucoup de minutes de danse. Alors, première question, Nadia, rembobinons le temps. Nous sommes 4 ans en arrière. Te souviens-tu de ton état d'esprit à la suite des attentats de Charlie Hebdo et du point de départ de ce projet 1 minute de danse par jour? Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. J'imagine. Et c'était vraiment un choc pour le coup. Un choc de voir ce qui se passait et de constater que l'état de la violence on était à ce point et qu'on était à la lisière on était en train de perdre une certaine idée du monde, une certaine liberté de l'expression, et c'était comme un seuil un shift dans la conscience et un sentiment d'impuissance. Et c'est ça qui t'a donné le goût de réagir? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire devant cet état des choses, à part quand il arrive comme ça des événements dramatiques, on peut avoir le réflexe de se cloîtrer chez soi ou de rester à distance des choses ou de commencer à se cloisonner ou à déterminer des coupables, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de contraire à ce sentiment-là? Sortir, aller avec le monde, aller avec les gens et peut-être insuffler quelque chose qui est plus de l'ordre d'une douceur ou d'une circulation de la sensibilité. Donc c'était danser pour quelque part Edmond Baudouin, qui est un dessinateur français qui a accompagné le projet, dit opposer la vie à la mort. Donc moi je me le disais pas dans ces termes-là, mais quelque part il s'agit de faire circuler la vie, oui. Et alors, il y a une rencontre entre vous deux. J'aimerais savoir comment ça s'est passé, cette rencontre. Jérôme, peut-être que tu peux nous dire. Et puis, pourquoi cette envie de documenter la démarche de Nadia? En fait, la rencontre, elle se fait, on me parle du projet de Nadia, et évidemment, immédiatement, d'abord d'un point de vue humain, je me connecte à elle parce que pour moi, l'art est une nécessité dans nos sociétés, mais surtout, l'art est important quand il est porteur de sens. Et donc, l'engagement de Nadia me parle immédiatement, et je constate effectivement qu'elle a une assiduité au travail, se donner des rendez-vous chaque jour pour finalement faire un geste, aussi petit soit-il, mais si essentiel dans sa continuité et dans la nécessité de faire. Et effectivement, ça a immédiatement un écho en moi. Donc, j'ai des possibilités de parler de son travail parce que je travaille sur une chaîne française qui s'appelle Arte. Et donc, je parle tout de suite de son projet. On me donne les financements pour faire un petit reportage. Et la connexion se fait à ce moment-là. Et finalement, de fil en aiguille, un jour, elle me rappelle en me disant, voilà, le ministère de la Culture en France lui donne une enveloppe pour témoigner de son travail, et elle me sollicite, et évidemment je m'agrège à son projet pour que je puisse aussi trouver une voie pour porter son travail et aussi défendre mes convictions profondes.
Alors justement, tu parlais d'un engagement total, puisque c'est pas un seul jour manqué, peu importe la météo, les événements, le lieu, danser dans la rue, danser dans une boulangerie, face aux forces de l'ordre en pleine manifestation. On peut voir sur le site, vraiment, c'est des pépites incroyables et des condensés d'émotions. Donc l'art comme manifestation pacifiste, comme acte de résistance poétique, on le disait, qu'est-ce que ça évoque ça pour vous, l'art comme arme mais pacifiste? Jérôme? Eh bien, tout simplement, en fait, elle est pacifiste parce que le titre du film le dit clairement. Une joie secrète, c'est la puissance, en fait, de Nadia. C'est-à-dire ce que j'ai découvert et ce qui m'a alimenté à la fois dans la fabrication du film et en même temps qui avait un écho dans mes convictions profondes, c'est que les choses viennent de soi et qu'elle a cette capacité, en fait, de se battre, entre guillemets. C'est-à-dire que ses outils, ses armes sont de déployer une quête de la relation, une relation qui se tisse, mais avec énormément d'élégance dans la relation, le regard, la proximité. Déjà, ne serait-ce que te tendre la main à quelqu'un, c'est déjà un mouvement et c'est déjà peut-être le début d'une danse. C'est pas une danse virtuose, c'est une danse de l'instant, c'est une danse de l'éphémère où elle cherche cette connexion aux individus qui n'ont pas forcément conscience qu'avec leur corps ils peuvent dire quelque chose. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à la filmer, d'abord je l'ai regardée avant de la filmer à travers ces minutes de danse, et quand j'ai commencé moi à filmer en quelque sorte un peu le backstage de cette minute de danse, je me suis rendu compte à quel point en fait les choses semblaient assez simples pour elle parce que elle se connecte directement à un ressenti et que il n'y a pas de hasard puisque en fait elle a en elle, en tous les cas elle dira si elle est d'accord avec cette idée, mais en tous les cas elle a cette capacité d'avoir une simplicité dans la relation. C'est une connexion comme ça dans le moment. Elle choisit un moment où elle ressent un moment, une corde sensible vibre en elle et elle peut commencer à agir avec l'autre. Mais d'ailleurs, cette notion de joie, elle est vraiment intéressante. Et puis dans le documentaire, je te cite Nadia, tu dis pour qu'il y ait cette joie, il ne faut tenir à rien de ce que l'on fait, il faut accepter de tout perdre d'avance. On s'engage complètement dans quelque chose et pourtant, on n'y tient pas. C'est ce que j'appelle le what the fuck. Risquer quelque chose pour être un petit peu plus vivant. Oui. Et il y a sacrément de risques dans toute ta pratique aussi. Et c'est vivant, on sent cette pulsion de vie. Est-ce que c'est ça pour toi? C'est ça, on s'engage et advienne que pourra. Mais il y a cette idée de se mettre en jeu dans effectivement une pratique expérimentale et de connexion à la vie et de connexion aux environnements et aux personnes, à ce qui se passe en fait. Et c'est pas du tout de se regarder pour savoir si ce qu'on fait est bien ou joli ou c'est pas la destination esthétique formelle qui compte, mais plutôt de ce que peut la danse. Et d'utiliser la danse comme moyen, comme vecteur de connexion, comme vecteur d'action, effectivement d'expression, de manifestation d'une dimension sensible de l'existence qu'on peut partager. Et comment cette dimension sensible n'est pas seulement dans les espaces scéniques ou les espaces réservés au spectacle, mais dans la vie elle-même. Dans la vie courante, une façon de regarder, une façon de décadrer, une façon de poser le corps autrement, de chercher des moyens de relation entre les personnes qui ne soient pas basés sur leur identité, leur fonction, leur rôle dans la société sur le plan social, mais plutôt sur tous ceux d'eux qui ne connaissent pas encore, sur leur part de rêve ou leur part d'inconscient, et de voir comment à partir de cette matière non encore manifestée, on peut se connecter pour vivre ensemble différemment. Et d'ailleurs, c'est très beau parce qu'on voit que les gens souvent embarquent avec toi. En fait, tu arrives à les amener dans cet état-là et à les faire danser alors qu'ils s'y attendent pas forcément et ils sont parfois surpris, un peu intimidés, mais souvent, ils se prêtent au jeu. Ça, c'est génial. Quand les gens se mettent à danser, c'est le cadeau du jour pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait mon job. Je cherche pas spécialement à les faire danser, j'ai pas une intention comme ça, mais je suis ouverte à tout ce qui peut arriver, qui danse ou qui danse pas, et même finalement quand ils dansent pas ou qu'ils font semblant qu'il se passe rien, il y a quelque chose quand même qui circule et on parle ensuite, où il y a des gens qui dansent hors champ de la caméra aussi, donc on les voit pas mais en fait ça danse, et j'ai l'impression que j'ai fait mon boulot du jour, voilà, mais voilà, c'est un cadeau quand ça arrive quoi.
Oui, puis parfois, en regardant les rushs, j'imagine que tu dois voir aussi des choses que tu n'as pas forcément vues sur le moment et des petites pépites comme ça, des gens qui se mettent à danser là où tu n'avais pas... Oui, imaginé. Et puis il y a aussi des danses où des gens dansent que je n'ai pas postées parce que finalement, après, la personne m'a dit non, mais j'étais très contente de danser, mais je veux pas que ça soit posté. Dans ce cas-là, je respecte évidemment toujours le vœu de la personne. Donc j'ai des pépites comme ça que je ne peux pas montrer. Ça reste voilà, des petits trésors. Exactement. Pour nous. Mais c'est aussi drôle de voir les réactions de Jérôme dans le documentaire parce que des fois on t'entend réagir comme Absolument. Tu suis Nadia dans son quotidien et parfois tu t'étonnes justement un moment, je me souviens que tu dis la danse permet tout. C'est fou quand vous êtes je pense dans une gare puis tu danses à côté d'un policier et le policier te laisse faire, te regarde et tu as cette réaction, mais la danse permet tout. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait le projet de Nadia, je pense que si je m'intéresse et si je me connecte vraiment à sa démarche, c'est que je pense qu'elle puise en moi une part d'enfance qui est très forte, que je maintiens. Et d'ailleurs dans le film, elle parle aussi de cette quête de retrouver, de se connecter à l'enfance, parce que l'enfance nous permet parfois de dépasser les interdits. Et c'est vrai que cette joie secrète dont on parle avec ce titre, mais aussi en même temps le comportement et la connexion, la complicité que nous avons tous les deux, elle a été exprimée très tôt en fait, dès le début de notre collaboration. Il fallait qu'il y ait une interaction en fait dans le plaisir d'être ensemble et que je ne sois pas simplement celui qui suivrait une personne qui est dans un geste quotidien et qui recommence tous les jours, mais il fallait aussi que moi je trouve mon propre rythme. Et c'est vrai que cette part d'enfance, cette complicité, c'était important pour moi qu'elle apparaisse de temps en temps pour qu'on sente que derrière la caméra il y a quelqu'un aussi qui participe d'une certaine manière. Et je dirais que filmer Nadia, c'est témoigner témoigner de sa démarche artistique, c'est évident, mais qu'en même temps, j'avais aussi un rôle de réalisateur. C'est-à-dire, j'avais un regard à porter, en fait, sur cette femme et la manière dont cette femme faisait un geste crucial, en fait. Elle tentait de vraiment faire une sorte de relais aux autres à travers son geste artistique. Et trouver ma place dans son dispositif, c'était aussi un enjeu de réalisateur. Oui, et on sent cette excitation derrière la caméra. Absolument. On sent cette joie secrète, finalement, derrière comme devant la caméra. Et c'est ça, pour moi, je pense aussi la force du film. C'est très beau, c'est très touchant. J'avais envie de rajouter que ce documentaire devient une mise en relief aussi et une accumulation de témoignages parce qu'on ne suit pas que Nadia et on fait entrer aussi des paroles de tous les complices, entre aussi des réflexions de chercheurs et là on réalise que ça prend tout un sens. J'ai envie de dire savant, mais savant dans le côté noble aussi de la pratique. Alors pourquoi cette nécessité d'aller chercher plus large que Nadia, qui peut-être se suffisait dans ses vidéos en tant que telle, par elle-même? Quelle est cette recherche d'associer les étudiants, d'associer les chercheurs alentour? Pour toi, Jérôme? Pour moi, c'est important aussi que dans toutes mes pratiques documentaires liées à l'art, je crois que c'est important d'avoir de la distance, que les artistes, parfois, alors Nadia étant chercheuse, elle a évidemment une distance par rapport à sa pratique. Bon, ça, elle va nous en parler. Mais dans le cadre d'un documentaire, pour permettre aussi aux spectateurs d'entrer dans une logique et afin que les gens, le maximum de personnes puissent vraiment entendre le dispositif et le sens de la démarche, c'est important d'avoir le témoignage extérieur. Et ces témoignages extérieurs sont tenus évidemment par des jeunes danseurs avec qui elle travaille. Certains sont aussi des élèves, donc qu'elle forme. Mais il y a aussi une personne très importante qui est Jeanne Alechinsky, qui est plus que la productrice du film. Hein. C'est vraiment, ce sont deux femmes qui sont vraiment ensemble et qui avancent ensemble. Et Jeanne, par à la fois son humour, sa distance, la compréhension profonde du sens du geste artistique de Nadia, nous apporte énormément d'humour. Et en fait aussi, elle est porteuse d'une joie secrète. Elle comprend les arcanes de cette danse, de cette pratique. Mais comme toujours, c'est ce que j'ai aimé dans ce film et c'est pour ça que je le défends, c'est que c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie de faire quelque chose ensemble. Ce film, il est arrivé un peu comme dans ma vie, comme une sorte d'étoile qui est tombée dans mon jardin, quoi. Donc j'ai saisi l'opportunité, mais en même temps, il y a tellement de joie et tellement de plaisir de faire les choses et en même temps sur un fond de gravité. Et on s'extrait de la gravité pour faire quelque chose qui est essentiel et qui est la joie. On en manque, on en a besoin.
Et on sent que c'est extrêmement fondé dans un travail de recherche pour toi, Nadia, qui est dans un parcours aussi. Alors, ce sur quoi j'ai envie de te questionner, c'est, tu parles d'un corps sismographique, oui. Un corps qui est en résonance aussi avec tous les lieux, les espaces alentours. Tu es à Montréal, le projet continue. Tu étais au Square Saint-Louis hier matin. On peut pas être au plus proche. Quel est cet environnement et comment as-tu répondu? Qu'est-ce que tu as capté de Montréal, la neige au sol? Qu'est-ce qui s'est passé hier matin et ce matin peut-être aussi? Alors hier matin, j'étais encore à Paris, mais c'était hier soir au Square Saint-Louis. Effectivement. On venait à peine d'arriver de l'aéroport avec Jeanne, qui est ma collaboratrice, et il était question de danser avant la tombée du jour et avant qu'on tombe nous-mêmes de fatigue. Et donc il y avait cette ambiance entre chien et loup, le ciel qui devient plus sombre, la nuit qui tombe, les gens qui passent en sortant de leur travail ou de leur cours, les voix, le vent. Cet espace entre deux lumières, entre deux états. Et la joie aussi incongrue d'être dans la neige alors que le matin on n'y était pas du tout. Cette dernière neige finalement, puisque c'est en train de fondre, j'imagine. Oui, c'est là. Voilà, c'était l'ambiance du moment, quoi. Est-ce que tu te douterais que ce projet durerait aussi longtemps? Est-ce que tu avais prévu ça? Ça fait déjà plus de 4 ans et je pense qu'au départ tu t'étais même donné une sorte de date peut-être de fin, mais finalement ça ne s'est pas arrêté. Non, je ne m'en doutais pas du tout, jamais de la vie, quoi. Sinon je pense que je n'aurais jamais commencé. Mais non, quand j'ai commencé ça, je me disais je vais peut-être faire ça une semaine ou un mois. C'était une façon pour moi de répondre et de manifester quelque part après cet attentat. Mais j'ai continué. Et au bout de 500 jours, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Il faudra que ça s'arrête un jour parce qu'une minute de danse, c'est 3 à 5 heures de travail par jour. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, j'arrête à 1000. Je vais aller, ça me paraissait 1001 jours, comme les 1001 nuits. Je vais arrêter à 1001. J'avais invité Benoît Lachambre, qui est un chorégraphe, à partager cette millième danse avec moi, chorégraphe montréalais. Et puis, j'ai fait 1002, et puis 1003, etc. Et aujourd'hui, ça continue et je ne sais pas du tout jusqu'à quand. Mais pour l'instant, le projet a sa vie autonome et il a encore sa nécessité pour moi. On pourra peut-être envisager une suite, une Joie secrète 2, qui sait? Déjà, le film, il a été prolongé. Donc là, on est dans une version de 52 minutes sur le FIFA, mais entre-temps, on a eu de très belles nouvelles. Et donc, on a continué le film. Donc là, on est à 70 minutes. Donc, on est arrivé à 1h10 de film, ce qui nous permet d'accéder aussi à certains grands festivals en Europe. Donc, voilà, vous voyez, d'une certaine manière, on a déjà continué un peu le projet. Est-ce qu'une armée se forme aussi autour de toi, Nadia, depuis 4 ans de gens qui dansent la minute? On va la faire, nous, notre minute, juste en rendant l'onde. Alors, une armée, je ne sais pas, mais ça fait des résonances, quoi. Ouais. Il y a des connexions, des rhizomes végétaux, des gens qui m'envoient leur minute de danse et qui font aussi d'autres choses que la danse, des minutes de dessin ou des minutes d'écriture. Chacun à sa façon. Et la force, c'est le partage aussi de ce projet. Toute relation humaine doit être partagée. Ça, c'est clair que en travaillant avec Nadia, je l'avais compris, bien sûr, mais disons qu'en passant 1 an de tournage avec Nadia et donc en étant aussi en porosité avec cette sorte de mission qu'elle se donne à elle-même, c'est vrai que je constate qu'effectivement la relation doit être partagée. J'ai envie pour terminer de vous poser une question, à savoir, est-ce qu'il y a une minute qui a été je sais pas, plus marquante peut-être que les autres, ou plus insolite, ou qui vous reste, ou qui vous vient d'un coup en tête et que vous avez envie juste de nous partager pour le plaisir? En fait, on me pose parfois cette question s'il y a une minute particulière ou quelque chose, mais j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je pense que pour moi, il y a 3 types de danses. Il y a les danses un peu exceptionnelles qu'on remarque plus particulièrement parce qu'il y a un événement, que les gens les partagent, enfin voilà. Et il y a des danses
singulières qui ont quelque chose de particulier aussi, mais qui sont moins spectaculaires. Et puis il y a toutes les danses banales de chaque jour où il se passe pas grand-chose. De danser vraiment le quotidien, le banal. Et c'est pour celles-là qui sont les plus radicales et les plus exigeantes pour moi. Finalement, les danses dont personne ne me parle, mais qui me demandent beaucoup plus que celles qui finalement se font presque sans moi, puisque l'événement les fabrique. Donc les danses qui se partagent le plus et qui sont le plus vues émanent de tout ce socle de radical pour moi, d'engagement profond dans la banalité des jours. Donc j'aime beaucoup ces danses dont personne ne me parle. En ce qui me concerne, c'est vrai que... On plane. Ouais, on plane sur ces mots. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance que les internautes n'ont pas, puisqu'ils voient Nadia en train de danser sa minute de danse. Moi, j'ai eu le privilège de voir l'avant et l'après. Et c'est ce que raconte le film. Donc, c'est tout l'intérêt de ce projet. Moi, je dirais que les moments... Alors, il y a des danses, bien sûr. Par exemple, quand elle danse aux abords de l'Opéra de Paris, qu'il y a une manifestation qui se prépare et qu'elle se dirige vers un CRS, donc les forces de l'ordre, donc qui ont quand même une mission de sécurité très importante, et elle va se connecter avec lui, elle va trouver la manière de marcher avec cet homme, et lui est dans son rôle, donc il ne peut pas vraiment déroger à sa fonction, et en même temps elle se connecte à lui, et on voit juste dans la séquence du film le sourire qui émane de cet homme, et là d'un seul coup on se dit ah voilà, elle a réussi son coup, c'est-à-dire qu'elle peut être capable d'instaurer une relation, et ce qui fait, en tous les cas pour moi, la poésie de toutes ces minutes, c'est quand il y a la notion de jeu, c'est-à-dire la connexion à l'enfance. Elle a une puissance de ce point de vue qui est assez énorme, et que dans le film, il y a beaucoup de rire dans la salle. Beaucoup de gens sont touchés par cette capacité au rire et à l'humour, parce qu'il y a une évidence que le jeu, alors qui s'écrira J-E-U ou J-E, c'est-à-dire trouver son identité quand on est capable de retrouver une part d'enfance, c'est-à-dire de jouer avec les situations qu'on rencontre. Un bonheur de vous avoir reçu aujourd'hui. Un plaisir, merci vraiment à tous les deux d'avoir été là. Je vais rappeler les dates pour ceux qui aimeraient aller voir ce documentaire, et je vous le recommande fortement. Une joie secrète, samedi 23 mars à l'Agora Hydro-Québec au pavillon du Cœur des Sciences, et vendredi 29 mars à 15h30 au cinéma Cinéplex Odéon, quartier latin. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du FIFA, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je laisse les mots de la fin à Maude. Merci à tous les deux pour Merci ce souffle Merci de vie. Merci, je vais clore nos 90 minutes